Europe 1. Le journal vous est présenté par Lénaïque Monnier. Bonjour Lénaïque. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. L'Ukraine attend l'évacuation de ses civils. Moscou doit mettre en place des cessez-le-feu locaux pour ouvrir des couloirs humanitaires à Kharkiv, à Mariupol, à Soumy et même à Kiev, la capitale qui résiste toujours. C'est là que vous vous trouvez ce matin. Nicolas Tonev, bonjour. Bonjour Lénaïque, bonjour à toutes et à tous. Comment la situation d'abord a évolué ces dernières heures ? Eh bien, ça a été une nuit enneigée. La ville est redevenue blanche ce matin. Il fait plus froid. Les soldats que j'aperçois devant l'hôtel se réchauffent sur leur position de checkpoint. C'est donc le calme ce matin. Mais en milieu de nuit, ici, vers minuit, les bombardements en périphérie étaient parfaitement audibles. Il y avait même parfois un peu de vibration au niveau des vitres du bâtiment. Alors, deux explications possibles du coup. Ou, entre guillemets, c'était du plus lourd qui tombait. Ou alors, la même chose que d'habitude, mais plus près. Alors Nicolas, est-ce que vous commencez à sentir la fébrilité gagner les habitants? Est-ce qu'ils sentent que l'assaut ne va plus tarder à présent? Oui, ce sont les files d'attente qui régissent la vie dorénavant ici. Il y en a pour le carburant qui se fait rare et qui aurait augmenté de plus de 20%. Il y a les files d'attente aux pharmacies qui s'expliquent par des fermetures d'officines, mais aussi les difficultés d'approvisionnement. Dans beaucoup de magasins, les rayons ne sont pas tous achalandés. Il commence à y avoir des manques de produits. En fait, la pression monte sur la ville parce que les habitants sentent que ce fameux point de bascule vers un éventuel assaut est plus proche d'heure en heure, et il y a cet aspect inéluctable qui est extrêmement créateur de stress. Merci Nicolas Tonev, envoyé spécial d'Europe 1 à Kiev ce matin. Alors, autre pays où les habitants commencent à s'inquiéter, niché entre l'Ukraine et au sud la Roumanie, c'est la Moldavie. Oui, des combats comme en Ukraine, la Moldavie en a vécu lors d'un conflit avec des séparatistes pro-russes de l'Est. Marion Gauthier a rencontré deux vétérans de cette guerre de 1992. S'ils redoutent un conflit élargi, ces hommes se disent prêts également à reprendre les armes. J'ai déjà mes armes. Venceslas a la soixantaine nerveuse, un t-shirt ajusté où se détache le mot révolution, les yeux noirs, perçants. Il dirigeait les forces spéciales lorsque l'armée moldave a affronté les séparatistes pro-russes. Pendant la guerre, ce sont les enfants, les personnes âgées, les populations civiles qui sont affectées. Nous, en tant que soldats, on se tient prêts à défendre notre patrie. Poutine ne va pas s'arrêter à l'Ukraine. Nous nous préparons à lui opposer de la résistance. Le volubile vétéran énumère les chars, l'artillerie endormie depuis près de 30 ans de l'autre côté du Dniestre, et ces Moldaves qu'il forme à un combat inégal. Son camarade, dit-il, Iwan, se souvient et troque sa bonhomie naturelle contre de la gravité. Chaque matin, un tracteur venait plein de cadavres. Il les transportait dans la fosse commune. C'est ça le visage de la guerre. Aujourd'hui, s'il y a un conflit armé ici, il sera différent. Il sera encore plus sale, plus atroce, plus inhumain. L'Ukraine comme bouclier, admet-il, avant la solitude. Les deux grands-pères doutent qu'une puissance occidentale s'engage militairement contre Vladimir Poutine pour défendre leurs terres et celles de leurs petits-enfants. Chisinau, Marion Gauthier. Europe 1. On vous le disait en titre, la guerre en Ukraine qui arrive directement dans notre quotidien. Vous l'avez constaté, les prix ne cessent de flamber. Un exemple, ce matin, le litre de gazole qui s'est envolé de 14 centimes la semaine dernière. Et vous allez entendre une illustration assez édifiante des choix que s'apprêtent à faire certains infirmiers libéraux. Rogner sur les distances, quitte à isoler certains de leurs patients. Écoutez bien ce reportage signé Stéphane Burgat. 150 km parcourus chaque jour en pleine campagne entre Orange et Vaison-la-Romaine. Pour l'infirmière Marielle Ducastel, la hausse du prix de l'essence pourrait bien avoir des conséquences. Ça me fait faire 2 fois le plein dans la semaine avec une augmentation minimum de 8 € par plein. Tout ça pour aller voir des personnes qui sont isolées. Si ça continue, le choix va être est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Donc c'est un peu dommage de laisser ces personnes sans soins alors qu'elles ont besoin de nous. Elles ont déjà plus les médecins, plus les kinés. C'est le patient qui va trinquer. Le problème se pose différemment en ville où les tournées comme celle de Caroline, près de Marseille, sont sectorisées, mais l'essence représente là encore un budget important. Notre deuxième maison, c'est la voiture. On est constamment sur la route. Moi, personnellement, mon budget essence, c'est à peu près 250 € par mois. Et c'est pourquoi Christophe Barstello, un des représentants régionaux de la Fédération nationale des infirmiers, espère un geste fort de l'État. Déjà, peut-être comme les taxis ou comme les transporteurs routiers, avoir une baisse de la taxation sur les carburants. La FNI qui demande également des aides pour les véhicules électriques ainsi qu'une réévaluation de leur indice kilométrique, gelé depuis maintenant une dizaine d'années.
Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1. Et on entend ces infirmiers un petit peu perdus face à un choix difficile. Peut-être que le coup de pouce annoncé hier par Emmanuel Macron permettra de souffler un peu. Oui, un Emmanuel Macron candidat qui a effectué donc son premier déplacement de campagne hier soir à Poissy. Oui, il a esquissé un début de programme évoquant notamment la fin de la redevance télé. Le chef de l'État a également balayé d'un revers de la main tout débat avec les autres candidats avant le premier tour, s'alignant sur ses prédécesseurs à l'Élysée. 7h05, nous sommes le mardi 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Ce matin, sur Europe 1, nous vous faisons découvrir des métiers qui se féminisent. Nous allons partir à la rencontre de Georgina, dont le rêve était de travailler le fer forgé. Elle a réussi, mais le parcours a été compliqué. Charles Guyard l'a rencontrée pour Europe 1. Je m'appelle Georgina Martineau, j'ai 23 ans et je suis métallière ferronnière. L'assurance avec laquelle Georgina se présente aujourd'hui contraste singulièrement avec les difficultés que la jeune femme a pu rencontrer au début dans sa carrière, où le ton a été donné dès l'entretien d'embauche avec l'un de ses premiers patrons. Il m'a dit que s'il y aurait eu un candidat homme, il aurait plutôt pris l'homme. Il aura plus de force, donc il va faire plus de choses. Conséquence, une fois recrutée, Georgina s'est sentie obligée d'en faire plus, voire trop, quitte à mettre sa santé en péril. Ça m'est déjà arrivé de forcer pour prouver que j'avais les capacités de le faire et de rentrer à la maison le soir avec des maux de dos à ne pas dormir de la nuit, quoi. Mais au-delà du dos, c'est surtout le moral qui en prend un coup avec des commentaires plus que désobligeants à supporter au quotidien. J'avais le droit à des réflexions, les femmes c'est au ménage, pas dans des ateliers, ou des réflexions sexuelles. À force d'avoir des réflexions sur ma manière de me coiffer, ma manière de me maquiller, j'ai totalement arrêté de faire tout ça. En laissant sa féminité au vestiaire, Georgina n'abdique pas pour autant et son nouvel employeur est prévenu. Au moindre soupçon de harcèlement au travail, elle déposera plainte. En Loire-Atlantique, Charles Guyard, Europe 1. Et cette journée internationale des droits des femmes, vous la suivez en fil rouge sur Europe 1 dans La France Bouge, par exemple à 13h, émission spéciale. Voilà, c'est pas facile dans l'atelier de Georgina, effectivement. Compliqué. Allez, le football, faut-il s'inquiéter pour le Paris Saint-Germain à la veille du déplacement à Madrid en Ligue des Champions? Eh ben, ça va dépendre en partie de l'état de Kylian Mbappé. Cyril de la Morinerie, c'est la tuile, ce coup reçu hier au pied gauche. Oui, hier à l'entraînement, Kylian Mbappé a poussé un cri de douleur lorsque son coéquipier Gana Gueye lui a écrasé le pied. Les examens passés hier à l'hôpital américain de Neuilly sont rassurants. Cela étant, sa présence demain soir n'est pas encore acquise. Une éventuelle absence qui pourrait faire très mal au PSG, explique notre consultant Jimmy Algerino. On sait que le Paris Saint-Germain est très efficace grâce à Kylian Mbappé. Et sans lui, aujourd'hui, dans l'effectif du Paris Saint-Germain, personne ne peut faire ses appels et personne ne peut attaquer aussi bien que Kylian Mbappé. D'autant que c'est Kylian Mbappé qui a délivré le PSG au match aller il y a 3 semaines. L'attaquant de 23 ans en est déjà à 24 buts et 17 passes décisives cette saison. Mais Kylian Mbappé fera tout pour être présent demain soir sur la pelouse du stade Santiago Bernabéu, enceinte qui pourrait devenir dans quelques mois sa nouvelle maison. Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. Évidemment, Real Madrid-Paris Saint-Germain, c'est demain soir en direct et en intégralité sur Europe 1. Et évidemment, merci beaucoup Lénaïque, on va vous retrouver tout à l'heure.